Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des interviews Scale to Sell. Aujourd'hui, j'accueille Charlotte Desrosiers. Bonjour Charlotte. Bonjour François. Alors, tu es la fondatrice de Pourquoi pas moi, tu es experte en alignement et on va voir ce que ça veut dire. Et ben écoute, je te laisse commencer par te présenter et nous parler un peu de ton parcours. Oui, avec plaisir. Donc, avant de créer Pourquoi pas moi, j'ai eu un passé de marketeuse. J'ai passé, 15 ans, en marketing. J'ai, un profil, école de commerce et suite à l'école de commerce, je me suis dit que, j'avais envie de faire du marketing parce que, depuis toujours, je suis passionnée, par les pubs, par l'univers, graphique, par la création au sens large parce que, j'ai découvert, enfin ça c'est quelque chose que je sais depuis que je suis toute petite, c'est que je suis hyper créative et l'histoire a montré que, en fait à partir du moment où je n'ai plus retrouvé de créativité dans mon poste, ça a été quelque chose qui a fait que vraiment ça n'allait plus. Alors il n'y a pas évidemment pas que ça, donc du coup, j'ai fait 15 ans de marketing, dont les 10 dernières années en tant que directrice marketing dans l'univers du logiciel. Donc, je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine-là. C'était hyper riche, passionnant. Enfin, vraiment, si tu veux, à chaque fois, j'étais dans des entreprises à taille humaine. Donc, j'ai presque toujours dépendu du CEO, en tout cas, à part 1 ou 2 ans dans ma vie professionnelle, j'ai toujours été vraiment très proche du CEO, sachant que l'entrepreneuriat, moi, je suis fille d'entrepreneur, j'ai été mariée à un entrepreneur, et je sais depuis que je suis enfant qu'un jour je créerai ma boîte. Donc, c'est quelque chose pour moi qui était important de voir les coulisses de tout ça. Et donc, j'ai enchaîné en fait, j'ai commencé ma carrière à Paris parce que je suis une vraie Parisienne. Et puis, au bout de peut-être 4 ans ouais, 3-4 ans de salariat avec mon conjoint de l'époque, on s'est dit qu'on avait envie de changer d'air. Donc, on s'est dit, c'est hyper rare dans la vie d'un couple de vouloir changer de job tous les deux au même moment. Donc, on est parti s'installer à Marseille. Et là, j'ai enchaîné, enfin voilà, en 8 ans, j'ai travaillé dans 3 entreprises, sachant que la dernière, donc, qui était l'entreprise de mon conjoint, où j'ai rejoint l'entreprise quand elle avait 1 an. Et ça a été une aventure absolument géniale parce que l'entreprise avait 1 an, donc j'ai vu vraiment toute la croissance de l'entreprise. Enfin, ça a été vraiment hyper enrichissant, hyper challengeant, mais voilà, très chouette. Et puis, un beau jour de 2015, pardon, je suis chassée pour un énorme poste à Paris, donc directrice marketing monde. Et donc là se pose la question de, voilà, quitter Marseille pour Paris alors que tu as, 2 enfants en bas âge, et voilà, on s'est dit avec le père des enfants que lui passait sa vie à Paris, que, la famille était à Paris. Donc finalement, c'était quand même, déjà une bonne opportunité au niveau pro pour moi, Mmh. et que c'était pas complètement déconnant par rapport à notre vie de famille parce que finalement, il verrait plus ses enfants. Et puis on aurait plus d'aide aussi parce que ni lui ni moi n'étant marseillais, on n'avait vraiment aucune aide à part, des copains. Et là, est arrivé une espèce de course. Alors, j'appelle ça la course au KPI, de la réussite, donc nos Ouais. petits indicateurs de performance de la réussite. Donc là, si tu veux, j'arrive dans un job donc où je deviens directrice marketing monde alors que j'ai, managé au plus, allez, une équipe de 2-3 personnes, avec des stagiaires. Là, j'arrive, il y a 10 personnes dans l'équipe, il doit y en avoir 1 ou 2 qui parlent français, sachant que j'ai pas parlé anglais depuis mon stage de 2e année d'école de commerce. D'accord. Hem Et si tu veux, j'ai un besoin de me prouver un truc à moi-même. Et puis, j'avais quand même un boss, qui m'a expliqué qu'il prenait un risque, en m'embauchant parce que j'avais pas de background international. Donc un Qu'est-ce qui a espèce de fait truc de ouais. qu'est-ce qui a fait que tu as accepté ce poste en fait, alors que tu étais dans une situation plutôt confortable? Parce que l'envie d'avoir un nouveau défi aussi, tu vois? Ça faisait 6 ans et puis clairement l'ego. Enfin, tu vois? On te propose, alors si tu veux, bon, en plus enfin, j'étais dans l'entreprise de mon du père de mes enfants, donc j'ai dû me battre pour avoir ma place au comité de direction, parce que en fait, il avait ce souci de l'excellence, et d'exemplarité qui faisait que, bah, voilà, personne ne devait dire: «Charlotte, elle est là parce que c'est ma femme».
Hem, petite blague, je dis souvent: «Il vaut mieux être la maîtresse que la femme». Parce que franchement être la femme du dirigeant, c'est vraiment pas une position facile parce que les gens, ils viennent te parler pour te dire, pour te faire passer des messages et absolument pas pour discuter avec toi. Alors c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, parfois, il y a des gens, ils se livrent. Tu as bien compris qu'ils avaient pas envie de te livrer à Charlotte, ils avaient envie de se livrer à la femme de, tu vois? Et heu et puis, bah, voilà, comme, j'étais la femme d'eux, bah, j'avais un salaire qui était OK, mais qui était pas du tout au niveau du marché. Enfin, j'ai accepté beaucoup de choses parce que la femme du patron et puis ce truc aussi ouais, d'avoir envie de voler de mes propres ailes et puis, l'entreprise où je travaillais, c'était une belle entreprise. Mais là, si tu veux, on parlait pas du tout du même, enfin voilà, c'était une grosse équipe, c'était l'international, enfin c'était quand même beaucoup de gros défis qui étaient hyper challenging. J'avais, je sais plus, j'avais 2 millions de budget annuel, enfin, C'est pas ce que on tu as n'était dans pas dans les mêmes une cours, petite quoi. entreprise, ouais. Voilà, c'est ça. Donc et puis oui, c'était la possi enfin, quand tu travailles dans l'univers du logiciel, en marketing, tu as beaucoup de logiciels qui t'aident à pouvoir scaler ton business. Et là, bah, forcément, quand tu as 2 millions de budget annuel, évidemment, bah, tu as les moyens d'avoir, le top sur tout, de pouvoir du coup apprendre. Enfin, c'est pas du tout la même, et puis on en revient à ces KPI, de la réussite. J'ai le gros salaire, je suis dans une boîte hyper successful, enfin, tu vois? Ce truc-là. Donc là, au bout d'un an et demi, donc là, bon, en un an et demi, en gros, on on explose les chiffres du marketing. Enfin, on fait vraiment décoller, tous les KPI du marketing, en l'occurrence. Vraiment, enfin, c'est un succès, il y a pas de question par rapport au travail accompli. Mais sauf que moi, j'y ai laissé une partie de ma santé, en fait. Et puis je me suis pris, si tu veux, j'étais tellement dans une soif de reconnaissance, dans une soif de bien faire que, hem que j'ai tout donné, mais en fait, j'étais sur le fin. Tu vois, je me rappelle un jour, discuter avec mon boss qui était donc le CEO qui me dit: «Mais Charlotte, tu peux pas te battre sur tous les sujets». Et le truc, c'est que moi, j'avais ce petit syndrome le syndrome de l'imposteur, le syndrome de la bonne élève, qui faisait que je me disais, mais que j'avais envie que tout soit parfait. Sauf que c'est pas possible. Mais donc, du coup, je me battais contre tout. Je perdais une énergie absolument hallucinante. Et donc, oui, au bout d'un an et demi, mon corps a commencé à me parler. Et là, je me suis dit, il faut que je parte, en fait. Sinon, si je m'en vais pas, je vais faire un burn-out. Donc du coup, alors Lost Connection Server, alors ah, on s'est perdu. Ouais, il y a eu un petit couac. Alors on va espérer que Alors moi, je vois ma piste qui est toujours enregistrée. Bon sinon bon, bah, parfait. dans le doute, ce que je disais, c'est qu'en gros, au bout d'un an et demi, mon corps a commencé à me parler fort, donc je me suis dit qu'il fallait que je parte. Concrètement, ça veut dire quoi? Mon corps m'a parlé fort, c'est qu'en fait, je commençais à devenir complètement irritable, à la fois au travail, mais aussi à la maison avec les enfants. Je prenais plus du tout de recul sur rien et puis je commençais à avoir des maux physiques, tu vois? Je commençais à avoir, bon, bah, voilà, l'œil, tu vois? Je dis souvent, j'avais l'œil qui sautait, la main qui tremblait. Alors après coup, on m'a expliqué que je manquais de magnésium. En effet, c'était sûrement ça, mais sauf qu'en fait, c'est que si tu manques de magnésium, je l'ai compris, longtemps après, ça peut vraiment te permettre un déséquilibre. En fait, le magnésium permet de synthétiser, certains, neurotransmetteurs et donc du coup, si tu as pas de magnésium, bah, typiquement, tu peux pas être, tu as pas la sérotonine. La sérotonine qui te permet du coup de freiner ton système nerveux et qui est le précurseur de la mélatonine qui te permet de bien dormir. Donc ça, tu te dis: «Ah bah oui, je fais une cure de magnésium». Non, en fait, faire une cure de magnésium, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et à cette époque, personne me le dit. Enfin, tu vois, je vais voir un médecin, personne me dit: Charlotte, faites une cure de magnésium». Et petite parenthèse importante aussi pour les personnes qui voilà, sentent qu'ils tirent trop, qu'ils n'arrivent plus à réfléchir, qu'ils n'arrivent plus à se concentrer, qu'ils n'arrivent pas à s'apaiser. Faites une cure de magnésium et si vous vous dites: «Ouais, mais c'est bon, j'ai fait un bilan sanguin et mon taux de magnésium est bon». Il faut savoir que le magnésium, alors on est vraiment dans une parenthèse, mais pour moi, c'est tellement important d'évangéliser là-dessus. Le magnésium, en fait, donc qui te sert dans ton corps pour tout ça, il est dans 90 de ton corps hors du sang. Sauf que quand D'accord. on te fait une prise sanguine, bah, c'est dans le sang qu'on teste et donc du coup et comme
le sang en a le plus besoin, donc il va concentrer au maximum. Donc c'est pas parce que on te dit que tu as du magnésium, que ton magnésium est ok dans ton bilan sanguin que tu n'as pas besoin de magnésium. Parenthèse fermée. Et donc mon corps me parle très fort, sauf qu'à l'époque j'étais chassée très régulièrement parce que poste très en vue. Donc je change de job, je me dis: «OK, j'apprends de mes erreurs, je vais, travailler 4 jours et demi par semaine. Je ne vais pas prendre le mercredi après-midi parce que je l'avais déjà fait, dans ma vie d'avant et que le mercredi après-midi, bah, tu es taxi maman. Donc en fait, voilà, donc je prenais mon vendredi après-midi, ce qui me permettait d'aller chercher les enfants à l'école et puis d'avoir du temps pour moi, pour aller, chez le coiffeur, enfin bref, avoir un peu de temps pour moi. Donc je me dis: «Je fais ça» et puis entre-temps, je me suis dit: «Je prends un mois de break entre les 2 jobs pour pouvoir, souffler, me faire accompagner par une coach, essayer de me dire: "OK, j'y vais, mais je fais en sorte que tout soit OK". Je fais passer un entretien. Alors oui, on me recrute on me fait passer un entretien d'embauche, mais moi aussi, je recrute les gens avec qui je vais bosser. Tu vois? Je me dis: «OK, j'ai vu des comportements toxiques dans ma boîte d'avant, j'ai pas envie d'y retourner, on check bien les cases». Et puis là, bah, au bout de et plus petite équipe, pardon. Au bout de, allez, 6 mois, je dors plus. Donc D'accord. là, mon corps me parle encore plus fort. Donc je me dis: «Bon, bah, il faut encore que je change» et puis là, en plus, si tu veux, dans ce job-là, il m'avait été vendu des choses qui n'étaient pas du tout, ouais, on va dire on m'a vendu un poste qui n'était pas le poste donné, et puis accessoirement, si tu veux, moi, mon savoir-faire, c'était vraiment de créer une communauté, c'était vraiment hem, de de démocratiser, tu vois, des sujets techniques, de façon simple, de façon légère et compagnie et dans cette boîte-là, concrètement, on vendait un logiciel de traduction avec un service de traducteur et en gros, concrètement, ben, au bout de 2 mois, mon boss, il me dit: «Non, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le SEO et le SIA. Donc en gros, le référencement gratuit et payant». Je dis: «Oui, mais en fait, moi, alors j'avais des équipes qui géraient ça, mais moi, je sais enfin, clairement, c'est pas du tout ma zone d'excellence et ma zone de génie. Si tu veux, le SEO et le SIA, c'est pas du tout un truc dans lequel je suis bonne» et si tu veux, j'ai eu ce truc de me dire: «Mais attends, mais je suis payée». J'avais quand même un très gros salaire à l'époque pour un truc où je n'ai pas, où je suis pas bonne et en plus qui me fait chier, en étant concret, quoi. Et donc un espèce de gros tiraillement de valeur de dire: «Mais attends, il me paye, hyper cher pour un truc que je sais pas faire et qui me enfin et là où j'ai de la valeur, où j'ai vraiment une grosse valeur et qui me plaît, bah, ils s'en servent pas et donc en fait, c'est du gâchis pour tout le monde, quoi». Donc là, je suis encore chassée, donc je réponds à l'appel. Donc en gros, concrètement, en 3 ans, je change 3 fois de job, donc à chaque fois avec des postes de directrice marketing monde. Je te laisse même pas imaginer, les onboarding comme c'est, pressurisant, comme c'est fatigant et compagnie. La dernière boîte, j'arrive, pareil, j'apprends de mes erreurs, je continue sur le 4 jours et demi par semaine, je fais passer un entretien à tout le monde. Là, je me dis: «C'est bon, on y est, quoi», tu vois? Enfin, c'est bon. Sauf que, bah, mon homologue, donc là, j'étais VP marketing à cette époque, mon homologue, sales n'était pas encore arrivé. Il est arrivé peut-être, 3-4 mois après moi et clairement, on n'était pas du tout alignés en termes de valeurs, en termes de mindset et compagnie. Donc là, déjà, ça a créé de la tension. Mais le vrai sujet, parce que clairement, ça serait complètement, injuste de tout remettre sur lui, je suis arrivée, j'étais déjà cramée. En fait, je m'étais battue, dans 2 boîtes avant. Là, il a fallu en plus que je me batte aussi en interne notamment avec des personnes de mon équipe. Enfin, avec des gens à la fois avec des gens du management, avec des personnes de mon équipe et si tu veux, là, j'avais compris qu'il fallait plus se battre sur tout parce que mais le truc, c'est que j'en étais devenue à un point où j'avais même plus envie de me battre sur rien parce que j'avais plus d'énergie et donc là, au bout d'1 an, mon corps a commencé à me reparler fort donc grosse fatigue, le soir, je rentrais, j'étais mais épuisée, mais à un point, mais enfin, tu en peux plus, tu es à bout. Je dormais relativement bien, mais le matin, je me réveillais, j'avais l'impression de ne pas avoir dormi et puis, il y a eu ça s'est fait de façon assez
Étape par étape. Donc, en gros, janvier, donc ça faisait 1 an que j'étais dans la boîte. Je sens vraiment que ça tire. Le père de mes enfants me dit non mais Charlotte, là, t'en fais trop. Enfin, si tu veux, j'avais des semaines genre tous les lundis. Donc j'habitais à Paris. Tous les lundis, j'allais à Lille. Donc je me prenais mon petit train à 7h45. Et je me rappelle, en janvier, je me suis fait une semaine, j'ai fait lundi Lille, mardi Londres et jeudi l'Allemagne, quoi. Enfin, un truc. Alors, il y en a qui vont me dire, bah ouais, c'est ok, mais en fait, moi, mon corps, il supportait plus. Enfin, c'était pas possible, c'était plus possible. Je bossais le week-end, je rebossais le soir. J'avais ma demi-journée par semaine, mais en fait, au final, si tu veux, ce que je faisais, c'est que je disais à mon boss, alors à l'époque, ça se faisait pas du tout le télétravail, il était contre. Et je lui avais dit, écoute, attends, je suis VP Market. Enfin, tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance, en fait. Oui, je te dis que je vais faire du télétravail. C'est pas pour faire mes lessives, en fait. C'est pas de la Enfin, télé, c'est du travail. ouais, voilà, c'est vraiment du travail. Et puis en plus, si tu veux, j'habitais dans le 17e, je bossais à République. Et donc, le vendredi matin où je me mettais en télétravail, bah déjà, j'avais pas mon équipe dans mes pattes qui venait me dire Charlotte, Charlotte, Charlotte. Donc, au moins, j'étais vraiment focus et je pouvais avancer sur mes dossiers. Et le vrai sujet, c'est que j'attaquais ma journée à 8h et que je finissais à 15h, alors qu'en fait, j'étais censée bosser que le matin et que si j'étais arrivée au bureau, bah, je serais arrivée à 9h, 9h30, que je serais partie à midi. Donc, bon, c'était tout bénef pour lui. Mais bon, bref, toujours est-il que j'ai tiré, tiré, tiré sur la corde. Donc, en janvier, je sens que ça tire. Mais moi, si tu veux, je suis vraiment... La première étape du burn-out, c'est le déni. J'en suis dans un déni, mais total, mais vraiment complet de mon état. En mars 2019, on est au week-end de préparation au mariage, donc avec le père de mes enfants, avec qui je suis depuis 14 ans. Et là, depuis que je suis toute petite, je suis sujette au malaise vago. D'accord. Donc, je sais quand un malaise arrive. Mais là, c'était pas un malaise vagal, c'était un truc d'une violence. Enfin, en gros, on était au déjeuner, je sais pas, il devait y avoir peut-être, je sais pas, 60 couples, un truc comme ça. Et là, je lui dis, il faut qu'on sorte. Le truc est quand même très gênant. Alors, tu avais quelqu'un qui était en train de parler, enfin, tu vois. Et, et donc, mon futur mari me dit, mais t'es sûre? Je dis, non, mais là, il n'y a pas de question, il faut que je sorte tout de suite, quoi. Et là, j'avais une oppression dans la poitrine et une douleur dans le bras. Douleur dans le bras, je sens plus mes jambes. Donc là, je me dis, je suis en train de faire une crise cardiaque, tu vois. Heureusement, il y a un médecin qui était là, qui m'ausculte, qui me dit: «Non, non, vous inquiétez pas, votre cœur est OK, reposez-vous, allez dormir, c'est juste que là, vous êtes un peu surmenés, machin». OK, donc je rentre à la maison, je vais dormir. Parenthèse que j'ai découvert en faisant une formation de premier secours en santé mentale en 2022, c'était une crise d'angoisse. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes d'une crise d'angoisse et d'une crise cardiaque au début sont exactement les mêmes, sauf que la crise d'angoisse, ça dure. Et voilà. Donc, j'aurais aimé qu'au moment où j'ai fait ma crise d'angoisse, où j'ai vu plein de médecins après cette crise d'angoisse, où j'avais décrit ces symptômes, j'aurais aimé qu'on me dise que c'était ça, parce que du coup, je me serais dit, mais Charlotte, pourquoi t'es angoissée? Enfin, tu vois, c'est vraiment, pour moi, c'est hyper important d'évangéliser sur le burn-out, sur les symptômes, parce qu'il y a tellement de choses que les professionnels de santé auraient dû me dire, mais ne m'ont pas dit, non pas parce qu'ils n'avaient pas envie, mais parce que eux-mêmes ne sont pas formés nécessairement au burn-out. Dans les écoles de psychologie, pour les psychologues, tu n'as pas de formation sur le burn-out. Mmh. Tu C'est vois, je c'est suis allée voir un généraliste, pendant mon arrêt maladie, il m'a dit: «Non mais Charlotte, le burn-out, ça n'existe pas, je mets dépression». c'est quoi les symptômes justement de la crise d'angoisse, en dehors de ceux que tu viens de décrire? Il y en a d'autres? Alors, non, c'est vraiment ça, alors ça dépend des personnes parce que si tu veux, le corps de chacun va lui parler différemment, c'est vraiment ça, alors j'en ai jamais refait depuis, donc je suis pas une experte de la crise d'angoisse heureusement, mais ouais, tu sens une oppression. Ouais, c'est vraiment ce sentiment tu te sens l'oppression et je ne sentais plus mes jambes. Vraiment, tu n'es pas capable de marcher. Enfin, tu te sens vidé, mais à un point absolu. Donc là, on est le samedi, je dors tout le week-end et tout. Mais bon, petit élève, voilà, petit soldat, on était en pleine levée de fonds.
je devais aller à Lille comme tous les lundis, donc je dis à mon boss, je ne viendrai pas à Lille demain matin parce que j'ai fait un malaise ce week-end. Mais bon, t'inquiète pas, je viens au bureau lundi matin, hein. Mais bon, j'ai quand même, enfin, je me suis quand même fait peur. Donc, je me suis dit, je vais quand même aller voir un médecin pour avoir une vraie consultation. Mais bon, fidèle au bon petit soldat, je prends rendez-vous le lundi midi sur Doctolib avec le médecin le plus proche du bureau. Enfin, pas une seconde, je me dis, tiens, je vais trouver un bon médecin ou quoi que ce soit, ou quelqu'un que j'ai déjà vu. Enfin, c'est c'est praticité par rapport au job et je bossais tous les soirs, je bossais tous les week-ends, mais je me Efficacité suis dit comme qu'il tu fallait as que j'y dit aille. toi-même ça dans ton travail, en fait. C'est ça, mais puis avec ce syndrome de, j'ai pas le droit de, prendre un rendez-vous dans la journée ou, enfin, ou partir un peu plus tôt ou arriver un peu plus tard, tu vois? Enfin, un truc, tu es là, mais j'étais vraiment rentrée dans cette spirale du travail qui n'était pas saine, tu vois? Je repense au job là, tu vois, où, j'allais à New York très régulièrement et tout. Je prenais un vol de nuit, le fameux red eye. J'arrivais le lendemain matin, genre, je sais pas, à 7 heures ou 6 heures ou 7 heures du mat. J'allais prendre une douche chez moi et j'allais au bureau derrière, quoi. Tu vois, j'ai un flash de on était le 23 décembre. Ouais, ça devait être le 23 décembre. Et donc là, vraiment, je bossais, mais tous les soirs jusqu'à 11 heures ou minuit. Et c'est pas exagéré, quoi. Et là, mon frère qui habite aux États-Unis vient à Paris pour fêter Noël avec nous et il me dit bah viens, on va finir les cadeaux pour les parents le vendredi après-midi, la veille de Noël, quoi. Et là, je lui ai dit mais non, mais attends, je peux pas partir trop tôt, quoi. Enfin, je me mettais une pression, enfin un truc et c'était même pas mes boss qui, pour le coup, qui me la mettaient cette pression. C'est vraiment moi-même qui me la mettais. Et donc du coup, je fais ce malaise, je dis à mon boss machin, le médecin me dit: «Écoutez, voilà», donc elle me met pas le mot de burn-out, elle me met le mot de surmenage ou épuisement ou je sais pas quoi et elle me dit: «Je vous arrête». Et là, moi, je le regarde genre en mode: «Non mais attendez, moi je fais pas partie des gens qui prennent un arrêt maladie, enfin attention». J'avais vraiment l'impression que, prendre un arrêt maladie, c'était pour les faibles, enfin, voilà, on va le dire de façon cash. Donc j'ai refusé l'arrêt maladie en disant: «De toute façon, dans tous les cas, je suis en vacances bientôt, donc non, en fait, je ne m'arrêterai pas». Je dis quand même à mon boss: «Écoute, voilà, j'ai vu le médecin qui m'a dit qu'il fallait que je lève un peu le pied, bon, bah, voilà, on est censé venir j'ai un séminaire CODIR la semaine prochaine à Lille». Il me dit: «Ah oui, mais bon, ça serait quand même bien que tu viennes». Je dis: «Bah, OK, je viens, mais je dors pas à Lille, je dors chez moi». Enfin, comme ça, j'ai mon petit confort qui me rassure, machin. Même si à la base, moi, je peux dormir n'importe où, enfin, c'est un non-sujet. Sauf que si tu veux, dans les symptômes du burn-out, tu as aussi le fait que, en fait, cette crise d'angoisse, elle a été très violente, mais ce dont j'ai pas du tout pris conscience, c'est que des petits actes du quotidien qui étaient complètement anodins pour moi sont devenus angoissants. Donc prendre un train était devenu angoissant, caler une réunion était devenu angoissant, caler une réunion, prendre enfin tout tout devenait angoissant, mais j'avais absolument aucune conscience de ça. Je pars en vacances, je réalise un rêve, d'aller dormir dans le désert avec les enfants, enfin le truc juste génial. Je rentre de vacances et je me rends compte que j'ai toujours cette oppression dans la poitrine depuis cette crise d'angoisse qui n'est pas partie. Alors elle est beaucoup moins présente, beaucoup moins, oppressante, mais elle est quand même là. Que, dès que je bouge, j'ai la tête qui tourne, ouais, que ça va pas, que je suis hyper irritable, mais on est en pleine levée de fonds, je suis VP market, pas possible, enfin, je vais c'est pas le suivre. Et puis dans ma tête, je me dis que je vais pas si mal que ça, que c'est normal d'être fatiguée, enfin, et d'ailleurs, tu vois, j'en parle beaucoup dans mes conférences, c'est de dire: «Aujourd'hui, on est dans une société où on t'explique qu'être fatigué, c'est normal, que d'être stressé, c'est normal». Non, en fait, ce n'est pas normal. Si ton corps te parle, c'est qu'il veut te dire quelque chose. Être stressé de façon ponctuelle, avoir des coups de rush de façon ponctuelle, évidemment, c'est la vie et il n'y a pas de débat. 100% des personnes qui font un burn-out sont atteintes de stress chronique. Le burn-out, c'est une résultance d'un stress chronique. Et le stress chronique, il vient d'où? Eh bien, quand tu fais un burn-out, il est multifactoriel. C'est-à-dire que il y avait en effet la pression que mon cher et tendre VP Sales me mettait en me disant: «Charlotte, tu sais que si les résultats ne sont pas là, ça va être la catastrophe, on va pas pouvoir faire la levée de fonds». Bah ouais, mec, mais t'as qu'à faire en sorte que ton équipe sales vende. Vas-y, à toi de jouer parce que vous avez beaucoup de leads que vous ne rappelez pas. Donc, je t'en prie. Mais bon, du coup, j'avais cette pression-là,
mais en fait, j'avais la pression aussi que moi, je me mettais. J'avais aussi la pression que d'autres personnes me mettaient dans mon entourage. Et tu avais tous, et beaucoup de choses sur lesquelles j'ai bossé aujourd'hui. Et en fait, le sujet, c'est que j'ai compris que je ne me connaissais pas. Donc, comme je ne me connaissais pas, eh bien, je ne m'aimais pas. Et donc, comme je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Et donc, je ne me faisais pas respecter, à la fois dans ma vie perso et à la fois dans ma vie pro. Et donc, si tu veux, bah, forcément, quand on ne te respecte pas et que toi-même, tu ne te respectes pas, parce que j'écoutais pas du tout mon corps, j'écoutais pas du tout mes limites. Et donc, comme j'écoutais pas mon corps et mes limites, si tu veux, le burn-out, c'est le syndrome du déséquilibre. Donc, c'est le déséquilibre entre ce que tu donnes et ce que tu reçois, entre l'énergie que tu vas dépenser et l'énergie que tu vas recharger. Autant te dire que moi, mon énergie, je la rechargeais, mais pas du tout. Alors, je m'accordais 1 heure par semaine de yoga au bureau. Et d'ailleurs, tu vois, ça a été un élément déclencheur pour moi, c'est que tous les jeudis midi, donc on était dans un building de coworking. Et là, la prof de yoga, comme chaque jeudi midi, disait: «Comment vous vous sentez aujourd'hui?» Et là, je prends conscience que ça fait 6 mois que je me dis tous les jeudis midi que je n'en peux plus, que je suis au bout de ma vie, que je n'en mais vraiment que j'en peux plus, quoi. C'est vraiment le truc qui enfin, dans ma tête, c'est le cri du cœur: «J'en peux plus, c'est plus possible». Tu te le Et là, dis, mais tu le dis pas. je me le dis dans ma tête, là, et je Ouais. me dis: «C'est quand même peut-être pas normal», tu vois? Mais tu Là, en sépares aux autres ou c'est quelque chose que tu ah gardes non, pour non, toi? là, c'est en gros, c'est On de fait bonne figure. l'introspection, ouais, ouais, en gros ah oui, parce que moi, non, mais je faisais carrément bonne figure. Si tu veux, moi, je fais partie des gens qui sourit, mais qui sourit beaucoup. Au point que, tu vois, dans mon premier stage qui était à La Défense, quand j'avais 18 ou 19 ans, il y a quelqu'un qui m'avait dit: «Mais Charlotte, arrête de sourire, c'est un peu énervant». Là, tu vois, je me suis fait opérer des dents, il y a 15 jours. En dehors de la douleur, parce on m'a ouvert la gencive de façon profonde. En dehors de la douleur, le plus dur, ça a été de pas sourire. Donc, si tu Ouais. veux, pour moi, sourire, ça fait partie de moi. Enfin, voilà. Et donc les gens, mais quand tu vois, quand j'ai dit, que j'étais en burn-out, les gens me disent: «Mais tu avais l'air d'aller». Alors, les gens qui me connaissent très bien dans mon entourage proche voyaient bien que ça allait pas. Mais au boulot, la majorité des gens m'ont dit: «Mais Charlotte, tu avais l'air d'aller tellement bien, tu souris tout le temps». Et tu vois, j'en parle aussi dans mes conférences, c'est que je mets des photos de cette vie d'avant où oui, quand tu regardes le sourire, oui, je souris, mais j'ai un sourire triste. Et quand tu vois, en fait, ce qui est fou, c'est que si tu regardes le teint, bah, mon teint, il était gris, et non pas parce que j'allais pas au soleil, mais parce qu'en fait, quand tu es aligné, quand tu es à ta place, bah, tu rayonnes, et tu rayonnes un sourire rayonnant, enfin, tu as ton aura, tu as quelque chose au niveau énergétique qui se voit sur le teint, mais surtout, enfin, surtout. Et donc je fais ce cours de yoga et je me rends compte que voilà, c'est la cata, et puis j'ouvre les yeux sur le fait qu'en fait, je pleure tous les jours. Que D'accord. c'est pas normal, que voilà, je supporte plus rien au boulot, à la maison, au travail, que je ne suis plus capable de travailler, vraiment littéralement. Enfin, dans le burn-out, si tu veux, tu as un épuisement émotionnel, d'où le fait de pleurer tous les jours, et tu as un épuisement cognitif qui fait que tu as vraiment tu as des pertes de mémoire, tu as des pertes cognitives de concentration, d'attention. Donc c'est vraiment symptomatique du burn-out. Et tu as aussi, un truc qui est, un vrai signe du burn-out, c'est le cynisme et le détachement émotionnel. C'est-à-dire que tu ne te reconnais plus parce que tu vas éprouver déjà, tu vas avoir un côté potentiellement parano de te dire que les gens, ils te veulent du mal, alors que c'est des gens qui, enfin, tu vois, typiquement, je pense à des très proches, pardon, qui sont des gens qui m'aiment profondément, et en 42 ans, qui ont toujours été là pour moi, et je sais que c'est des personnes sur qui je peux me reposer. Mais j'avais un côté parano dès qu'ils me disaient un truc, je le prenais personnellement, je le prenais à cœur et compagnie. Et puis tu te détaches de qui tu es, tu as l'impression d'être hors de ton corps, quoi. Mmh. Enfin, parce que si tu veux, le système nerveux, il est décomposé en 3 étapes. Tu as la sécurité,
tu as cette zone de, tu combats ou tu fuis. Donc du coup, ce qui fait, c'est que dès que ton système nerveux identifie qu'il y a un danger potentiel, eh bien du coup, tu vas passer de cette zone de sécurité à cette zone de combat ou fuite. Sauf que ce qui se passe, c'est que quand tu es dans le stress chronique, tu es en permanence dans cette zone de je combats ou je fuis. Sauf donc ça fait que tout ton corps est en tension permanente pour combattre ou pour fuir, ce qui fait tous ces dérèglements, nerveux, et qui a du coup un impact absolument énorme. Concrètement, ça fait que, bah, on va rentrer dans les détails, tu es constipé en permanence. Pourquoi? Parce que ton système nerveux va dire que si tu es dans le combat et la fuite, toute ton énergie, tout ton flux sanguin doit aller vers je me bats ou je fuis. Donc clairement, digérer, c'est pas le sujet de quand tu combats ou fuis. Sauf que si c'est un moment enfin voilà, si tu as un moment genre, tu as un bus qui te fonce dessus, oui, tu en as besoin. Mais sauf que si c'est du quotidien, en fait, ça dérègle tout dans ton corps. Et du coup, ça peut avoir vraiment des conséquences graves sur, la santé physique. Et et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'une fois que ton corps, il se dit, bah, il a tellement tiré sur ses réserves et compagnie, bah, il dit, mais là, en fait, je sens du danger, mais j'ai plus la force pour combattre, j'ai plus la force pour fuir. Donc, qu'est-ce qu'il fait, en fait? Eh bien, tu tombes sur le dernier état qui est l'inhibition, où ton corps, il fait le mort. Donc, ton corps, il fait le mort, et ben, il se détache de ses émotions. Il fait que tu n'as plus d'énergie, t'es dans une phase où t'es KO, en fait. Et donc, du coup, bah, dans le burn-out, tu passes par cet état-là qui fait que bah, tu ne te reconnais plus parce que le burn-out, c'est le syndrome du trop. C'est le trop enthousiaste, le trop perfectionniste. Et donc, du coup, tu deviens une personne qui n'a plus d'énergie, qui n'a plus, qui essaye mais qui n'y arrive plus, en fait, dans le burn-out, tu as vraiment cette perte de sens, et quand tu n'as pas de sens, eh bien, ça a un impact sur ta motivation, sur ton engagement et donc tu te retrouves à être une personne qui n'est plus engagée, qui n'est plus motivée et tu te dis: «Mais en fait, je ne suis plus» donc c'est vraiment je ne suis plus moi, mais je ne sais plus qui je suis. Et donc je fais ce cours de yoga, j'ouvre les yeux sur le fait que je pleure tous les jours et puis, arrive le week-end de l'Ascension et là, je me rends compte que, bah, je vais me marier dans un mois, que, bah, qu'en fait, ça va vraiment pas, vraiment, vraiment, vraiment pas et là, je me dis: «OK, Charlotte, ça va pas», j'en parle avec mes parents, j'en parle avec le père de mes enfants et il y a le père de mes enfants dit, notamment à notre fils qui, à l'époque, avait 8 ans, je dirais. Et il dit, ouais, peut-être même un peu moins, 7 ans, 6 7 ans. Et il dit aux enfants, mais maman, vous la trouvez comment en ce moment? Sachant que pour moi, si tu veux, leur père, il était aussi stressé que moi, tu vois. Et là, mon petit chaton qui me répond, ah maman, en ce moment, elle est tout le temps fatiguée, elle crie tout le temps. Et je dis: «Oui, mais par rapport à papa?» «Ah non maman, c'est pas du tout comme papa». Et là, je me suis pris une claque dans la figure, tu sais, le miroir de ton petit chaton qui t'envoie ça dans la figure. Parenthèse, c'est l'anniversaire de mon chaton aujourd'hui, il a 14 ans. Tu fais: «Oh mon Dieu», C'est ça passe Auguste, trop hein, c'est ça? Auguste, ouais. Bon anniversaire, Heu, Auguste. ouais, c'est sympa, merci. 14 ans que je suis une maman. Parce que alors, pourquoi j'en parle? Parce que alors, quand tu es père, c'est une chose, mais quand tu es une maman, heu, au moment où tu nais, ton enfant naît, enfin tu nais en tant que mère, on va dire, quand ton enfant naît, tu as vraiment bon et en dehors du bouleversement hormonal, tu as vraiment ce truc de: «Quelle mère ai-je envie d'être?» Et donc forcément, bah, tu regardes ta maman. Tu regardes quelle place ta mère a eu dans ta vie, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce que tu as pas envie de reproduire. Et si tu veux, moi, mes parents, ils ont monté mon père, de comme je te disais tout à l'heure, était entrepreneur, et maman, depuis que il a créé sa boîte, je devais avoir 3 4 ans, donc si tu veux, j'ai pas de souvenir, d'avant. Et maman, était son bras droit et donc il travaillait, de la maison et donc moi, j'ai vu toujours moi, mes parents travailler, ensemble. Et maman, si tu veux, bah, elle venait nous chercher, on n'allait pas à la cantine quand on était petits, elle venait nous chercher à l'école à 16h30 tous les jours. Donc j'ai eu cet exemple d'une mère qui est hyper présente pour ses enfants, qui à la fois travaille,
mais qui était quand même complètement dévouée à son mari. J'ai quand même reproduit le modèle en travaillant pour le père de mes enfants, voilà. Sauf que la différence, c'est que nous, on avait enfin, là où on travaille, enfin, dans l'entreprise, il y avait des salariés et que, on travaillait, bah, pas du tout de la maison, mais, en plus, le télétravail, à l'époque, ça se faisait pas du tout. On travaillait du bureau et que, j'avais aucun passe-droit et je travaillais, enfin, tu vois, j'avais des horaires, qui étaient hyper rigide parce que c'est moi qui allais chercher les enfants à l'école tous les jours, que comme je te disais, leur père passait, beaucoup de temps à Paris et j'avais ce truc, tu veux, à cette époque de me dire: «Bah, j'ai envie d'être comme ma maman, d'être présente pour mes enfants, de pas avoir mes enfants élevés par une nounou», comme je peux le voir, chez certains copains. Mais à côté de ça, j'ai envie d'avoir ma carrière, d'être fière, enfin voilà, d'être fière de moi, de m'épanouir dans mon job et compagnie. Et hem et tu vois, jusqu'à mon burn-out, ça a été un vrai tiraillement. Parce que quand j'étais salariée pour leur père, bah, je si tu veux, j'avais quand même parfois ce sentiment de sacrifice parce que, hyper souvent, il y avait des événements à Paris auxquels je ne pouvais pas aller parce que, bah, parce qu'en fait, c'était lui ou moi. Alors au début, quand les enfants étaient tout petits, étaient pas à l'école, bah, c'était, on y allait ensemble et c'était OK et maman, gardait les gardait. Mais bon, à partir du moment où ils étaient à l'école, c'était lui ou moi, tu vois? Et donc, bah, comme c'était le DG, bah, c'était lui. Donc si tu veux ce truc de dire: «Bah, oui» et puis, après je suis passée dans un truc complètement extrême parce que quand on est retourné vivre à Paris, bah, du coup, on a pris une nounou plein temps qui gardait Pénélope, parce qu'elle était toute petite, elle avait 1 an et demi, 2 ans et qu'elle allait chercher Auguste et donc si tu veux, bah, on est rentré dans ce truc où tu la nanny, qui est, full time, qui prépare à manger, qui fait le ménage et donc, ta vie est organisée, autour du fait de travailler à, donc quand je décide du coup de que là, en fait, c'est plus possible, donc si tu veux, j'étais tellement dans un déni de mon état, c'est que je me suis dit: «Je vais retourner voir le même médecin à République, je vais retraverser Paris parce que sinon on va pas me croire sur le fait que ça va pas». Là, mais tu te dis, mais avec du recul, mais alors que si tu veux, je commence à parler, je me mets à chialer. Tu te dis: «Bon, le bon déni» et donc là, elle me dit: «Écoutez, je vous arrête» et là, elle me dit, et là, si tu veux, je lui dis: «Écoutez, si vous devez m'arrêter, arrêtez-moi le temps que vous jugez nécessaire pour que j'aille mieux. L'idée, c'est pas de m'arrêter 3 jours pour finalement être prolongée», enfin, même si tu veux, j'avais ce truc par rapport à mon équipe de me dire, voilà, si je dois être arrêtée un certain temps, ils puissent anticiper enfin voilà. Et donc là, elle m'arrête 1 mois, hem et ça a été hyper dur. Enfin, si tu veux, quand j'ai dû appeler mon boss pour lui dire, que j'étais arrêtée 1 mois, mais la culpabilité, enfin vraiment, j'étais là, j'avais une double culpabilité. Une culpabilité non, à ce moment-là, j'avais qu'une culpabilité, c'était de me dire: «Comment j'ai pu me mettre dans cet état-là et leur faire ça?» Tu Ouais. vois? Tu portes la responsabilité de ton malaise. Ouais, c'est ça, c'était comment j'ai pu, bah, en même temps, en vrai, j'étais lucide sur le fait que c'était moi qui n'avais pas accepté de m'arrêter, que c'était moi qui n'avais pas accepté de me reposer. Alors oui, j'avais de la pression et compagnie, mais en fait, en vrai, tu as toujours le choix de dire stop. Enfin, après, j'étais dans un état second, donc oui, on aurait dû oui, avec du recul parce que tu vois d'ailleurs, suite à mon malaise, dans mon rendez-vous hebdo avec mon boss, je lui avais dit: «Écoute, en ce moment, je sens que ça va pas» et je lui avais dit: «Écoute, j'aimerais bien prendre un coach, pour m'aider à prendre du recul et compagnie» et il m'avait dit, carrément: «C'est une super idée. C'est quoi l'objectif?» Et si tu veux, mettre un objectif sur un truc qui était quand même, bah, c'était juste le fait que j'y vois plus clair, mais sauf que si tu veux, j'étais tellement enfin, quand tu es en burn-out, dans ta tête, tu as un essaim d'abeilles en permanence. C'est ça ce qui se passe. Donc, aller rajouter un objectif sur un truc qui était censé m'aider, si tu veux, pour moi, ça a été, bah, en fait, je ne lui en ai jamais reparlé. Parce que pour moi, j'avais juste envie qu'on me dise: «Oui, on va demander à la RH de t'aider à trouver quelqu'un pour t'aider». Ou peut-être la RH aurait dû me dire: «Écoute Charlotte, peut-être que finalement, c'est peut-être pas un coach dont tu as besoin, mais peut-être plutôt un psychologue». J'ai eu enfin, mmh j'ai eu aucun accompagnement, mais pourquoi? Parce qu'eux-mêmes n'ont pas été accompagnés et tu vois, on en parlait, hors micro avant de commencer. Aujourd'hui, pour moi, c'est hyper important de parler de tout ça. Heu,
aux entrepreneurs parce que, le burn-out chez les entrepreneurs, on en parle trop peu, mais il y en a énormément. Tu vois, j'ai participé à une table ronde du réseau Entreprendre en décembre dernier sur le burn-out. Enfin, c'est un vrai phénomène, sauf que on en parle vraiment trop peu et que l'entrepreneur a un rôle sociétal par rapport à ses équipes pour prendre soin d'eux. Une responsabilité même, juridique. Enfin, faut pas Oui, l'oublier, aussi hein. juridique, ouais, c'est sociétal et juridique en effet, si tu fais bien de le rappeler et donc pour moi, si tu veux, au début après la culpabilité, il y a eu la colère, hein, parce que tu as vraiment les phases, je sais pas si tu connais les phases du deuil? On Donc va les revoir. on va les redire. Donc la première phase du deuil, c'est le déni. Donc en fait, les phases du deuil, c'est évidemment, quand tu perds un être proche, mais c'est aussi, quand tu te sépares, quand tu te reconvertis, quand tu fais un burn-out. C'est le deuil, c'est vraiment la fin de quelque chose. Et donc, la première étape de la courbe du deuil, c'est le déni. Donc, on l'a bien vu, j'ai été dans un déni total de mon état. Après, c'est la colère. Donc là, j'ai été hyper en colère vis-à-vis de moi, tu vois, de comment j'ai pu me mettre dans cet état-là. Et puis après, j'étais aussi en colère vis-à-vis de mon entreprise en disant, j'ai tellement accepté de choses et je me suis rendu compte, tu vois, que dans le fameux séminaire dont je te parlais où j'ai dit j'allais pas dormir à Lille, mais j'y suis quand même allée du coup pour la journée. On a eu un coach qui a animé cette journée qui était vraiment super inspirant et qui m'a ouvert les yeux qui nous a ouvert les yeux sur un truc. Et moi, ça a été vraiment une prise de conscience. Il a parlé du triangle dramatique de Karpman. Le triangle dramatique de Karpman, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu rentres dedans, tu vas prendre à tour de rôle les trois postures. Les trois postures, c'est quoi? C'est le persécuteur, le sauveur et la victime. Concrètement, je me persécutais moi-même, hein, en m'imposant ce rythme de travail. Je pense, en étant lucide, je pense que je persécutais mes équipes aussi parce que du coup, je leur transmettais cette pression. Après, j'avais cette posture de victime en me disant, mais tu te rends compte, tout ce que je fais pour eux, ils s'en rendent pas compte. Et enfin, vraiment, j'étais là, mais franchement, c'est pas juste et compagnie. Donc, le gros truc de l'injustice, je me sens pas reconnue. Et puis, la dernière casquette, c'est le côté sauveur, de dire, tu te rends compte, en ce moment, on est en pleine levée de fonds, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, je vais sauver toute la boîte. J'ai envie de dire, en fait, non, une boîte n'a pas besoin d'être sauvée par une personne. C'est un travail d'équipe, surtout quand tu es quasiment 100 dans une boîte. Et puis, j'ai compris depuis que personne ne peut sauver personne, c'est chacun qui doit se sauver lui-même. Mais bon, ça c'est. On referme la parenthèse. Donc, première étape, le déni. Deuxième étape, la colère. Et après, la troisième étape, c'est la dépression. Donc, la dépression, c'est pas forcément un trouble dépressif, c'est le fait que en fait tu dépressurises, donc ton corps se relâche, ce qui fait que souvent, comme ton corps se relâche, eh bien, tu vas avoir plus de symptômes physiques parce que ton corps se dit ça y est, il est enfin capable d'écouter. Donc potentiellement, tu vas avoir des douleurs qui n'étaient pas là et qui vont apparaître ou qui vont être plus fortes. Dans le burn-out, ce qu'il faut savoir, c'est souvent on parle, donc j'en disais tout à l'heure, un médecin qui me disait, Charlotte, il n'y a pas de différence entre un burn-out et une dépression. Si, c'est totalement différent en fait. Si tu fais une dépression, tu ne fais pas un burn-out. Par contre, si tu fais un burn-out, tu peux avoir des troubles anxieux, comme on disait tout à l'heure, et des troubles dépressifs. Donc, les troubles dépressifs, c'est quoi? C'est en effet d'avoir des symptômes dépressifs pendant plus de 3 semaines. Alors, il y a j'ai plus tous les indicateurs en tête, mais c'est catégorisé par l'OMS. Qu'est-ce qui définit des troubles dépressifs? Et donc, toutes les personnes qui font un burn-out n'ont pas de troubles dépressifs ou de troubles anxieux. Moi, typiquement, j'ai eu troubles anxieux et troubles dépressifs. Clairement, si tu veux, ce qui fait que, en fait, le burn-out, tu as encore envie, mais tu as plus l'énergie. La dépression, c'est que tu as plus envie de rien. C'est, quand tu es en dépression, tu as ce truc de, tu vois, typiquement, j'adore nager, j'adore voir des gens. En fait, j'ai plus envie de faire ces trucs qui me font du bien. Hem Et donc du coup, après, en fait, une fois que tu as la dépression, donc la courbe, elle est, on est sur du podcast, on ne le voit pas, mais en gros, tu as une courbe comme un V.
finalement, si tu veux. Donc, le V, c'est la dépression. Et puis après, bah, tu as la remontée et la reconstruction jusqu'à l'alignement. Et donc, comment on fait pour pouvoir remonter et s'aligner? C'est le grand sujet, c'est que du coup, bah, je m'arrête, je sais, donc il m'arrête un mois et puis finalement, bah, en fait, je n'y suis jamais retournée. Et à cette époque-là, si tu veux, j'ai dans ma tête ce truc de j'ai tellement bossé, dur pour avoir ce job, pour avoir ce salaire, pour avoir, cette reconnaissance, pour avoir tout ça. Mais en même temps, j'ai une autre petite voix qui me dit: «Mais Charlotte, ça te correspond plus en fait ou slash ça ne te correspond pas». Tu ressens Heu, l'injustice à ce moment-là? Enfin, tu verbalises de l'injustice? mmh, non parce que, j'ai pas la blessure d'injustice. D'accord. En fait, si tu veux, peu alors on ouvre une autre parenthèse, mais on a tous une on est, la naissance tous avec des blessures. Et chacun va enfin, la vie va t'envoyer ses blessures à vivre jusqu'à ce que tu ouvres les yeux et que tu dépasses ces blessures. Et donc, dans une situation donnée, typiquement bah, celle-ci, il y en a qui en effet vont te dire c'est injuste. Moi, non, parce que j'ai pas la blessure d'injustice. Moi, typiquement, j'ai la blessure de trahison. Alors D'accord. clairement, dans ma vie, si tu veux, je me suis fait trahir à un point, t'imagines même pas. Et au paradoxe de la trahison, de la double trahison, enfin bref, même enfin bref, triple trahison, parce que limite, je vais m'inclure dans le truc parce que je me suis trahie. En fait, ce que je dis souvent, c'est que on m'a trahi beaucoup, vraiment, que ça soit au niveau perso, que ça soit au niveau pro. Mais je me suis trahie moi-même en me mettant un masque, en étant quelqu'un que je n'étais pas. Donc ça y est, et d'ailleurs, tu vois, je te disais tout à l'heure que je me suis fait opérer des dents. On le sait pas forcément, mais si tu veux, chaque maladie, donc maladie, veut dire quelque chose. Il y a il y a plusieurs dictionnaires qui te permettent de savoir dès que tu as un petit mot ou une maladie, à quoi ça correspond et pourquoi l'origine psychosomatique de ça. Et chaque numéro de dent veut dire quelque chose. Et moi, ma dent, là, c'était la trahison. Mais bon, c'est un truc qui date que j'ai pas soigné, bon bref, qui date d'il y a très, très, très longtemps. Mais voilà, donc c'est pour ça, pour répondre à ta question, non, j'ai pas senti de l'injustice parce que c'est pas ma blessure. Mais clairement, j'ai ressenti, beaucoup de colère, j'ai senti, hem ouais, enfin vraiment, je me sentais pas bien et puis complètement perdue. Enfin genre, je sais pas qui je suis, je sais pas ce que je veux faire. Enfin, j'étais vraiment l'ombre de moi-même et je suis arrivée à un point que, voilà, je venais de me marier avec le père de mes enfants. Sur le papier, j'avais tout pour être enfin, ça, c'est important. C'est vraiment sur le papier, j'avais tout pour être heureuse, mais je n'étais pas heureuse et mais c'est pas que j'étais pas heureuse, c'est que je ne savais plus à quoi ça servait de vivre. Enfin, ça a été vraiment une souffrance mentale, ouais, que je souhaite à personne, en fait. Et du coup, là, je me suis dit: «OK», donc je mets fin à mon contrat de travail, avec mon boss, donc on fait une rupture co parce que, il avait fait sa levée de fonds, que je savais que j'y retournerais pas, mais à côté de ça, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie et je me sentais, plus juste, honnête vis-à-vis d'eux de leur dire que j'allais pas revenir. Après coup, je me suis mis un peu une balle dans le pied parce que si j'avais réfléchi en étant encore en arrêt maladie, ça m'aurait laissé plus de temps pour réfléchir que, de te retrouver au chômage et d'avoir le compteur du chômage qui tourne, tu vois? Mais ça, bon, personne me l'avait dit. Et donc là, en gros, la rupture co se fait en octobre 2019 et en novembre 2019, donc là, je suis suivie par une psychiatre, par une sophrologue. Je me suis mis au yoga, mais un yoga à côté de chez moi. Enfin, je prends soin de moi, je commence à prendre des cours de chant, rêve d'enfant. Enfin, je prends du temps pour moi, je vais chercher les enfants à l'école. Enfin, je ça va pas top, mais voilà, je sens que je sors du burn-out et que je suis dans la remontée et tout doucement, mais sûrement. Et là, en fait, donc je suis avec mon jeune mari face à un feu de cheminée et je me dis: «Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller rencontrer, les personnes qui ont, osé écouter leur petite voix et qui le regrettent pas». Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me suis dit:
dans ma phase de burn-out, enfin, où j'étais en train de m'enfoncer, donc en fait, le burn-out, tu as les prémices, après tu as le burn-in où tu t'enfonces, et après tu as le burn-out où le barrage lâche et t'en peux plus. Et donc, dans le burn-in, si tu veux, ce qui m'avait aidé, c'était d'entendre des témoignages de personnes qui s'étaient reconverties ou qui avaient dépassé des choses difficiles. Et je me suis dit, OK, super, mais dans tous les podcasts que j'entends, on parle pas des coulisses. Si tu veux, on parle pas des peurs, des doutes, des galères. On parle que de, ils ont réussi, c'est trop cool, c'est quoi vos clés pour réussir? Mais on parle pas de toutes les souffrances avant. Et je me suis dit, moi, j'ai envie, alors, à la fois pour moi, me rassurer, mais aussi parce que je voyais tellement de personnes de mon entourage qui prenaient le même chemin que moi, et je me suis dit: «Je veux montrer à mon entourage et après au plus grand nombre que derrière chaque réussite, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des échecs et qu'on peut tous y arriver». Et donc c'est comme ça qu'est né le podcast Pourquoi pas moi? Donc je l'ai lancé en janvier 2020. Depuis, il a reçu 2 prix, il y a plus d'1 million d'écoutes. Hem Depuis, il y a près ouais, on est à près, de 200 interviews. Dans le podcast, l'idée, c'est vraiment de montrer plein de parcours, de profils différents. Donc il y a des gens qui ont fait des burn-out, il y a des gens qui ont eu un cancer, il y a des gens qui n'ont jamais eu de galère de leur vie, mais qui se sont juste dit, jeunes, bah, en fait, tu vois, je pense à Christophe Michalak qui, sa petite voix lui a dit: «Bah, moi, j'ai envie d'être pâtissier», alors qu'à l'époque, ça se faisait pas du tout, et bah, il est devenu champion du monde de pâtisserie. Je pense, à des sportifs, tu vois? Je pense à une championne de France de rugby qui s'est dit: «Bah, moi, j'ai envie de faire du rugby», alors que bon, bah, quand tu es rugby professionnel féminin, bah, tu es pas payé pour ça. Donc l'idée, c'est vraiment de montrer plein de parcours, plein de profils et puis plein de catégories, socio-professionnelles, de classes sociales différentes pour montrer que on peut tous y arriver. Et tu vois, donc dans tout ce travail, j'ai lancé le podcast. Après, j'ai été contactée par une maison d'édition pour écrire un livre. Hem Et en faisant tout ce travail, je me suis dit: «Moi, j'ai envie d'avoir la même vie que mes invités du podcast». À savoir, ils me disaient tous, «J'ai des peurs, j'ai des doutes, mais je les dépasse. L'envie est plus forte que la peur. Je me sens alignée». Et je me suis dit: «Mais ça veut dire quoi être alignée?» Et donc j'ai entrepris énormément de recherches, je me suis formée à énormément de choses, que ça soit, du coaching en neurosciences, en psychologie positive, en art-thérapie, enfin je te passe les certifications que j'ai passées depuis 5 ans. Hem Et j'ai compris un truc, c'est qu'il y a un concept ancestral dont on ne parle pas beaucoup, c'est qu'on est tous avec une raison d'être. Notre raison d'être, c'est ce qu'on appelle l'ikigai au Japon, donc qui est traduit littéralement par raison d'être. Ça s'appelle les Purusharthas en Ayurveda, ça s'appelle le SPA en psychologie positive, sachant que la psychologie positive est une science, malgré ce qu'on peut penser. Ça s'appelle, l'essence en philosophie, ça s'appelle la mission de vie, ça s'appelle, le Nankama en Afrique. Simon Sinek, que les entrepreneurs connaissent, appelle ça le Golden Circle. Et je me suis dit, en gros, c'est un truc de fou. En fait, on va tous naître avec des talents, donc des choses qui sont innées. Un talent, c'est inné, c'est quelque chose qui va te procurer du plaisir, mais ça veut pas dire, c'est pas parce que c'est inné qu'il faut pas le travailler, hein, on est bien d'accord. D'améliorer. Mmh, voilà, le cultiver. Donc l'idée, c'est de dire: «OK, chaque personne va naître avec des talents. Chaque personne va naître avec une singularité». Moi, ma singularité, c'est de parler de façon hyper légère de sujets, profonds. Donc, tu vois, quand je bossais dans le marketing et notamment des logiciels d'intelligence artificielle, j'en parlais de façon légère, mais ce qui permettait de démocratiser le sujet. Je parle du burn-out de façon légère et donc ça permet de démocratiser le sujet. Donc ça, c'est ma singularité. Mais ma singularité, pendant longtemps, il y a des gens qui me disaient: «Charlotte, elle met, des étoiles et des paillettes dans tout ce qu'elle fait, en gros, c'est léger». Non, oui, le ton est léger pour que ça soit plus cool et plus intelligible, mais tout est recherché et tout est recherché et prouvé scientifiquement. Donc on a tous des talents, on a tous, une singularité et on a tous une raison d'être. La raison d'être, c'est quoi? C'est ce qui fait que tu vas avoir du sens, ce qui fait que tu vas avoir un but dans ta vie et que,
tu vas avoir envie de te lever chaque matin et de te dépasser. Et en fait, ça, c'est quoi finalement? C'est ce qu'on appelle, tu vois, on parle de la zone d'incompétence où tu n'es pas compétent, la zone de compétence où tu sais faire le truc, mais comme tout le monde de lambda, la zone d'excellence, là où j'étais en tant que directrice marketing, j'étais très bonne marketeuse. Mais pourquoi? Enfin, une des raisons pour lesquelles j'ai fait un burn-out, c'est que j'avais pas de sens. Et la zone de génie, c'est quoi? Eh bien, c'est là où tu as les talents, c'est là où tu es excellent et où en plus tu as ce truc en plus qui est le sens, qui fait que du coup, tu te sens aligné. Et ça, du coup, moi, j'ai vraiment à cœur de dire aux personnes, et c'est ce que j'ai, en fait, c'est la méthodologie que j'ai créée qui s'appelle le bilan de compétences et de besoins. C'est qui vient de recevoir le premier prix Psychologie Magazine. C'est de permettre aux personnes de savoir qui ils sont, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à fixer leurs limites et de respecter leurs besoins. Et du coup, je suis allée encore plus loin dans la décomposition du mot besoin. Parce que tu vas me dire, OK, Charlotte, mais les besoins, c'est quoi? C'est large. Besoin, c'est quoi? C'est avoir un but. Si tu n'as pas de but, tu vas perdre ton énergie, tu vas aller dans tous les sens. Et quand tu es entrepreneur, tu sais que si ta boîte, elle n'a pas un objectif, bah, tu ne vas pas l'atteindre. Oui, d'accord. Ensuite, le E, c'est l'énergie. C'est savoir qu'est-ce qui te donne de l'énergie, qu'est-ce qui te prend de l'énergie et qu'est-ce qui te permet de ressourcer ton énergie, parce que l'énergie est juste vitale. Le S de sens dont on a beaucoup parlé. Le O de optimisme. L'optimisme, il est indispensable. Il nous vient de la psychologie positive. C'est l'optimisme, ça va te permettre de voir des opportunités là où les gens vont voir des barrières. Donc, si tu n'es pas optimiste, bah, en fait, tu vas pas aller de l'avant. Et puis, tu vas pas voir les opportunités et tu vas passer ta vie à dire ah mais les autres ils ont de la chance et moi j'en ai pas. Non, c'est juste que tu ne sais pas saisir ta chance. Donc O, le besoin, le I de impact. L'impact, comment tu fais pour être en fait pour pouvoir te sentir aligné, tu as besoin de te sentir impactant. Parce que le besoin de reconnaissance, il est plus ou moins élevé chez les personnes, mais on a tous quand même un besoin de se sentir reconnu. Alors moi, avant, j'avais un besoin de reconnaissance qui était complètement démesuré, qui n'était pas sain, mais on a quand même besoin de se sentir utile. Et donc, comment tu fais pour être impactant? Eh bien, si tu as du sens dans ce que tu fais et si tu utilises tes talents, eh bien, tu vas te sentir impactant. Et le dernier N, c'est le non négociable. C'est quoi le non négociable? Eh bien, c'est l'alimentation. C'est de manger correctement, respecter son corps. Parce que si tu manges mal, eh bien, ça va créer un stress chronique à l'intérieur de toi dont tu ne prends même pas conscience. Mmh. Et d'ailleurs, tu vois, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai découvert il y a tellement pas longtemps, que là, j'ai commencé hier, une formation diplômante en micronutrition pour D'accord. justement, aller encore plus loin pour accompagner les personnes. Parce que dans ma mission, c'est aider à prévenir le burn-out, aider les gens à être alignés ou aider les gens qui ont fait un burn-out. Mais je pense que ce pilier de l'alimentation, il est juste essentiel. Et tu as tellement d'informations qui circulent, qui sont contradictoires sur l'alimentation que je me suis dit, OK, moi j'ai envie de me former auprès de professionnels de santé qui font ça depuis 15 ans, qui sont spécialisés là-dedans pour pouvoir passer les bonnes, enfin, expérimenter sur moi et après passer les bonnes informations à ma communauté. Donc, dans les non négociables, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le sommeil. C'est prendre soin de son sommeil et de son repos. Pourquoi je distingue le sommeil et le repos? C'est que dans le sommeil, quand tu dors, ton cerveau, il travaille. Donc, il ne se repose pas complètement. Donc, il existe 7 types de repos. Donc, l'idée, c'est vraiment de se reposer, te reposer tes sens, reposer ta créativité, te reposer, juste prendre un livre tranquillement. Donc, c'est se dire, c'est pas juste se dire non mais c'est bon, je dors 8 heures par nuit. Non, tu as besoin d'avoir du temps de repos pour ton cerveau en plus. L'alimentation, le repos, l'activité physique, c'est juste essentiel. On en parle, mais oui, en fait, c'est pourquoi on en parle parce que c'est vraiment vital pour son équilibre. Et tu vois, ça, enfin, j'ai interviewé un entrepreneur que j'admire profondément, que tu connais peut-être, qui s'appelle David Burlet. Tu connais. Alors David, il n'est pas assez connu en France. Quand tu connais son background, David, c'est le premier Français à avoir créé une licorne au monde. Ça a été un proche collaborateur de Bill Gates pendant 15 ans que j'ai eu l'opportunité d'interviewer. Et c'est aussi un innovateur. C'est grâce à lui que la communication cryptée sur Internet a été créée. Donc notamment FaceTime et WhatsApp, c'est grâce à David Burlet. Et donc, j'ai posé la question à David en interview de lui dire, mais David, comment tu fais en fait pour prendre soin de ta santé mentale? Et il me dit, bah, en fait,
le sport fait partie de mon agenda. C'est OK, j'ai mon codir qui fait partie de mon agenda, j'ai mes séances de sport qui font partie de mon agenda. Et tu vois, moi, c'est quelque chose que je fais maintenant, c'est que ma séance de natation hebdomadaire, c'est dans mon agenda. Et c'est un non négociable. Et pendant longtemps, si tu veux, c'est quelque chose qui était une variable d'ajustement. Et en fait, non. C'est se dire, bah voilà, c'est pas négociable. Et tu vois, j'en parlais aussi avec Mathieu Stéphanie, que les entrepreneurs connaissent aussi forcément, parce que c'est lui qui a le podcast des entrepreneurs le plus connu et qui fonctionne le mieux avec Génération Do It Yourself. Mathieu, c'est pareil. Il a dans son agenda le sport, c'est un non négociable. Et donc, vraiment, c'est se dire, euh, et si vous avez, alors, ça, c'est plus féminin. Mais si vous avez la culpabilité, dites-vous aussi qu'en général, les meilleures idées arrivent au moment où tu es en train de faire autre chose que quand tu es face à ton ordinateur. Donc oui, on a l'exécution, mais tout ce qui est innovant et compagnie, c'est pas quand on est devant son ordinateur en général qu'on a les meilleures idées. C'est pas, quand on est devant son ordinateur qu'on a l'esprit le plus clair, on est d'accord. C'est exactement pour ça qu'on organise des week-ends de marche pour des dirigeants du côté d'Upgrade, ouais. Et dernière chose, dans les non négociables, c'est les valeurs. En fait, souvent on dit ouais. Alors déjà, moi, ce que je dis aux personnes, c'est on dit aux entreprises, tu dois. Il y avait plein de. J'ai pas la stat en tête, mais je sais plus combien de Français disent qu'ils attendent que leur entreprise leur apporte du sens. Moi, ce que je dis d'abord, c'est OK, si tu ne sais pas qu'est-ce qui t'apporte du sens à toi, comment tu peux l'attendre de ton entreprise? Donc, c'est de permettre, enfin, en tant qu'entrepreneur, moi aujourd'hui, bon, j'ai pas de salariés, je travaille qu'avec des freelances, mais c'est si j'étais demain, j'avais demain une équipe, ça serait mon message, c'est aider vos équipes à savoir qui elles sont, à savoir quels sont leurs talents, à savoir quelles sont leurs valeurs, quelles sont, enfin, tout ça, c'est indispensable parce que du coup, ça va vous permettre d'avoir les personnes au bon endroit, avec la bonne énergie, à être engagées, à être motivées. Et enfin, donc il y a les valeurs, ça c'est les valeurs et l'équilibre vie pro, vie perso. C'est de se dire que dans tes besoins ne sont pas les mêmes aujourd'hui que demain. Quand tu es, alors je vais parler en tant que maman, mais tu vois, aujourd'hui, je suis divorcée, mes besoins ne sont pas les mêmes une semaine sur deux, parce qu'une semaine sur deux, j'ai mes enfants ou pas. Donc, c'est se dire, apprendre à savoir qu'est-ce qui est bon pour toi par rapport à ton moment donné dans ta vie. Et petite parenthèse, comme je te disais tout à l'heure, donc le bilan de compétences et de besoins que j'ai créé, donc je l'ai appelé bilan de compétences parce que nous sommes en France et qu'il faut cocher les cases du CPF. Et donc, s'il n'y a pas le mot de bilan de compétences, ça ne rentre pas dans la case du CPF, alors que le programme coche, enfin, dans sa structure, ça coche les cases, donc il faut le nom. Mmh. Mais c'est pour ça que je l'ai appelé bilan de compétences et de besoins. Et que du coup, j'ai fait toute la certification Calliope pour faire en sorte que, à la fois, ça puisse rentrer dans le plan de formation des entreprises, que ça soit finançable par les OPCO pour les entrepreneurs ou par le CPF si besoin, pour justement permettre au plus grand nombre de pouvoir savoir qui ils sont. Parce que les entrepreneurs, s'ils ne savent pas qui ils sont, ils ne vont pas pouvoir être bien, et donc ça va avoir un impact sur leurs équipes. Et aider leurs équipes à être à la bonne place. Et tu vois, souvent on me dit « Ah, mais Charlotte, tu as écrit un livre sur la reconversion professionnelle. » Mon dernier livre, il s'appelle « Dois-je changer de métier pour être aligné avec mes besoins ?» Il n'y a que 30% des personnes que j'accompagne qui changent de métier ou qui se reconvertissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment de leur dire, c'est quoi ton besoin du moment? C'est peut-être d'apprendre il y en a qui apprennent à réaimer leur métier. Donc, ils restent dans leur job et en fait, ils aiment, enfin voilà, ils se disent, mais en fait, mon job, il me manquait ça et maintenant pour le faire, c'est super. Il y a des gens qui se disent, en fait, dans cette entreprise, je me sens pas bien dans ce poste, mais je pourrais être plutôt, j'aurais une valeur à tel poste, et donc du coup, de pouvoir en parler à son employeur. Et puis enfin, il y a des gens qui vont dire, ok, ce job-là, c'est pas exactement ce qu'il me faut, mais par rapport à mon besoin du moment, par rapport à ma vie de famille, par rapport à mon contexte, mon contexte à moi, c'est pas le bon moment pour moi de changer, mais ce qui change tout, si tu veux, dans le mindset, c'est de choisir. Vraiment, mon message, ce que je martèle, c'est arrêtez de subir votre vie, choisissez. Et en fait, si tu choisis, ça change tout en termes d'énergie, ça change tout en termes de dynamique. Si tous les matins, tu subis ta vie, tu dis je vais bosser, j'en peux plus, je sais même pas pourquoi je me lève, je sais même pas pourquoi je le fais. Franchement, et puis même pour ton entourage, c'est difficile parce que tu vois quelqu'un qui tire la gueule au quotidien.
Tandis que si tu as quelqu'un qui se dit, OK, je reste dans ce job, c'est pas vraiment ce qui me correspond. Je sais que j'aurais plutôt envie de faire ça, mais voilà, j'ai un emprunt, qu'il faut que je rembourse à telle date. J'ai tel truc que je veux faire et compagnie, ou il y a tel projet où j'ai envie d'aller au bout par rapport à l'entreprise. Bah, le matin, il va pas du tout avoir la même énergie. Il va se dire: «OK, bah, je me lève, ça, je sais que ça me va pas, je vais me rajouter quand même des trucs qui me font kiffer dans ma vie, et puis je sais pourquoi je le fais». Donc en fait, si tu sais pourquoi tu le fais, eh bien ça change tout. Mais en fait, se connaître aussi à ce point-là, ça peut faire peur à certains. Alors ça fait peur à certains, mais dites-vous que si vous n'apprenez pas à vous co alors ça peut faire alors moi je pense qu'à l'époque ça me faisait peur. Mais si tu veux, l'idée c'est que enfin moi ce que j'ai enfin quand j'accompagne les personnes, je les apprends à se connaître à 360. C'est-à-dire que je les déjà on est, l'idée c'est au début c'est d'apprendre à connaître tes qualités, tes talents. Donc déjà c'est, tous les trucs qu'on ne t'a jamais dit, ou dans notre société quand tu dis: «Ah moi j'ai des talents», on te regarde genre elle se la pète. Non, en fait, c'est juste indispensable de savoir où est-ce que tu es bon et où est-ce que tu es pas bon. Enfin, je veux dire, c'est juste la base pour pouvoir, avancer. Et encore plus en tant qu'entrepreneur. Enfin, je veux dire, tu vois, ce que je dis souvent, c'est que comment veux-tu avoir confiance en toi si tu ne sais pas qui tu es? Je suis d'accord. Enfin, donc, en fait, je vais même arrêter ma réponse là. C'est comment, enfin, l'enjeu, je pense qu'on a tous envie d'avoir confiance en nous. Et donc, comment veux-tu avoir confiance en toi si tu ne sais pas qui tu es? Et donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans une démarche, d'aller chercher qui tu es. Je le fais de façon très ludique, un peu comme enfin, je dis, tu vas collecter des pièces de puzzle. Donc ça va être tes fiertés, ça va être tes talents, ça va être tes qualités. Et tu vois, en tant ancienne marketeuse ayant travaillé dans l'univers de l'expérience client, je collecte énormément, de réponses et d'avis enfin mes clients sont sondés, très, très, très régulièrement, et donc j'ai une data qui est juste considérable. Et ce qui ressort, tu vois, dans un des exercices qu'ils ont préféré, alors qu'il doit y avoir, je ne sais pas, peut-être, 300 exercices sur le programme, même peut-être un peu plus. Ce qui ressort souvent, c'est le moment où je les invite à aller voir leur entourage pour aller avoir du feedback sur leurs qualités et leurs talents. Et donc, c'est justement leur permettre déjà, première étape, de voir les personnes exceptionnelles qu'elles sont. Parce que on est tous une personne exceptionnelle, on a tous une zone de génie. Et comme dit Einstein, si tu demandes à un poisson de grimper à un arbre, il aura l'impression d'être stupide toute sa vie. Donc, c'est de leur permettre de se dire: «OK, mais en fait, moi, j'ai des talents». Et tu vois, il y a ce qui est fou, c'est que, j'ai une communauté sur Slack où, tu as un canal par chapitre, et justement sur ce chapitre des talents, les gens disent: «Bah ouais, mais je me suis rendu compte que j'avais des talents». Mais oui, tu en as, enfin, on a tous des talents, on a tous des qualités. Mais c'est aussi savoir quel est le sens de tout ça. Parce que tu vois, il y a pas longtemps, je discutais avec un entrepreneur qui a fait un burn-out, qui s'est fait accompagner par en bilan de compétences traditionnel. Il me dit: «Bah ouais, bah, j'ai découvert que, j'étais bon commercial, bon gestionnaire». Je dis: «Ouais, mais mec», enfin, non, je lui ai pas dit en vrai. En fait, je lui ai pas dit parce que je pense qu'il était pas capable de l'entendre. Je lui ai dit ça de façon un peu moins cash, mais j'avais envie de dire: «Mec, en fait, tu as créé 5 ou 6 boîtes dans ta vie, donc merci pour la réponse. Ouais, en fait, tu as fait un bilan de compétences qui t'a donné en effet tes compétences, mais tes compétences, tu les connaissais déjà». Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui apporte du sens, de comprendre pourquoi tu as fait un burn-out. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement spécial, pour les gens qui ont fait un burn-out, pour comprendre, bah, les RPS, comprendre tout ce qui t'amène au burn-out, comprendre tout le chemin qui t'a amené à ça. Et si tant que tu n'as pas compris le burn-out, tu vas avoir un risque de replonger. Et une des plus grosses inquiétudes d'une personne qui a fait un burn-out, qui a souffert dans ses tripes, dans son âme, c'est de En replonger. congé. Et aussi, du coup, l'idée, c'est aussi, tu vois, il y a un chapitre sur la zone d'ombre. C'est que, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que tant que tu ne comprends pas ta zone d'ombre, c'est elle, et que tu ne l'acceptes pas, c'est elle qui va prendre qui va prendre la lumière. Donc la zone d'ombre, c'est quoi concrètement? C'est que quand on n'est pas bien, quand on n'est pas aligné, quand on est tendu, quand on est en colère, eh bien, il y a une facette de nous-mêmes qui va s'exprimer. Donc pour chaque personne, elle va être différente. Tu vois, il y en a, ça va être des accès de colère. Il y en a, ça va être du fait de se renfermer sur soi. Il y en a, ça va être de la jalousie. Enfin voilà, chaque personne, ça va être quelque chose de différent. Et donc, je les invite à découvrir comment cette zone d'ombre s'exprime, pour ensuite les aider à l'accepter,
pour pouvoir justement faire en sorte que ça soit leur zone de lumière qui soit là. Et moi, je le vois, tu vois, depuis que j'ai fait tout ce travail sur moi, j'ai traversé une énorme crise avec mon divorce. Oui, mon bateau, il a tangué, mais je savais qu'il y avait la lumière et le soleil après la tempête. Et donc mon bateau, bah, il était stable en fait. Ça a un peu tangué, mais c'était stable. Et à aucun moment donné, j'ai eu peur de sombrer parce que je savais qui j'étais, je savais ce que je valais et je savais où est-ce que j'avais envie d'aller. Et enfin, ça change tout parce que c'est un peu une philosophie de vie finalement, tu vois, au sens large, de se dire, bah voilà, on a tous des besoins, tu as besoin de les respecter parce que si tu ne respectes pas tes besoins, eh bien la vie va te parler de plus en plus fort jusqu'à ce que tu l'écoutes. Et jusqu'à ce que ton corps te parle très fortement, ouais. Exactement. Tu vois, il y a une métaphore que je trouve hyper chouette, tu as un carrosse, le cocher, c'est le conscient, pardon, et à l'intérieur, tu as un passager masqué qui est l'inconscient. Et en gros, quand l'inconscient sent que le cocher donc à savoir le conscient ne va pas dans la bonne direction, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe à la porte de la calèche. Sauf que, bah, quand tu fais un burn-out, typiquement, bah, quand tu as des petites tensions et compagnie, bah, tu n'écoutes pas. Et puis à un moment donné, bah, l'inconscient, il va taper de plus en plus fort à la fenêtre de la calèche, jusqu'au jour où, ben, en fait, il va casser la fenêtre de la calèche. Il va attraper le cocher en lui disant stop. Donc clairement, le burn-out, bah, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est à ton inconscient qui envoie des signaux à ton corps pour dire là, au conscient, là, tu t'arrêtes. En fait, tu n'as pas écouté tous les petits messages que je t'ai envoyés. Et puis il y en a après, enfin vraiment, enfin, alors le burn-out, c'est une chose, mais il y en a, voilà, ils vont faire un cancer, enfin, ça va être encore beaucoup plus grave, même si le burn-out peut être très grave parce que tu as des gens qui se suicident à cause du burn-out. Et ce qui est hyper important dans les messages que je veux faire passer sur le burn-out, c'est que en fait, on parlait de la descente, donc le burn-in, et la remontée. C'est les deux étapes avant et après le burn-out. Ces étapes-là, elles sont symétriques. C'est-à-dire que plus tu mets du temps à t'enfoncer, plus tu vas mettre de temps à remonter. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que toute ta vie, tu auras des fragilités liées à ton burn-out. Aujourd'hui, si tu veux, j'ai une capacité au stress qui n'est pas du tout la même que de résistance au stress, qui n'est pas du tout la même qu'avant. C'est vraiment un truc qui est hyper important à comprendre, c'est que il y a un avant et un après. Alors, Mmh. dans ma philosophie où on essaye de toujours tout positiver. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, bah, du coup, ça te permet de pouvoir prendre soin de toi, de dire, bah, ton corps te parle de plus en plus fort, plus en plus vite. Donc, bah, tu dis, OK, là, mon corps me parle, bon, bah, c'est le moment de l'écouter et j'attends plus d'être au fond du gouffre pour l'écouter. Donc, c'est un garde-fou, mais bon, il faut le savoir. Et autre truc aussi hyper important, c'est que dans le burn-in et dans la remontée, tu as des petites vagues. Ce qui fait que un jour, tu vas te dire, quand tu es dans le burn-in, tu vas te dire, un jour, tu vas dire, j'en peux plus. Et puis le lendemain, tu vas retrouver un peu d'énergie et tu vas dire, bah, c'est bon, en fait, j'ai de l'énergie, je réaccélère. Mais sauf qu'en fait, tu réaccélères, mais tu es vraiment si tu prends du recul, tu es vraiment dans la pente descendante. Ce qui fait que du coup, tu es dans cette phase de déni. Et à côté de ça, dans la remontée, il y a des jours où tu vas bien manger, bien dormir, te reposer, tu vas faire du sport, tu vas tout faire bien. Un jour, tu vas te réveiller le matin, tu vas dire: «Oh, ça y est, je ressens de l'espoir, c'est fini». Le lendemain, tu vas faire tout pareil et là, tu vas ressentir du désespoir. Et en fait, c'est normal, ça fait partie des étapes de la remontée. Ça, on me l'avait pas dit, autant te dire que c'était un truc hyper difficile à vivre pour moi et pour mon entourage parce que tu as l'impression que ça ne va jamais s'arrêter. Non, c'est normal, ça fait partie des étapes de la remontée. Donc si ça vous arrive, sachez que vous remontez, mais qu'il faut être patient. Tu as insisté sur un point, c'est que tu es maman. Ouais, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu mettrais en place en tant que maman pour protéger tes enfants d'un futur burn-out? apprendre à se connaître, respecter leurs besoins. En fait, si tu respectes tes besoins, tu vois, dans l'acronyme du mot besoin, tu ne peux pas faire un burn-out si tu respectes tes besoins. Et comment du coup, Bah, alors là, est-ce bah, typiquement au quotidien, c'est leur apprendre des bonnes habitudes sur l'alimentation. Alors tu vois, c'est difficile parce que, donc comme je disais tout à l'heure, Auguste, il a 14 ans aujourd'hui, Pénélope, elle a 11 ans et demi. Moi, je fais partie de la génération choc à pic.
Ah, tu vois, et donc, bah, mes enfants, ils ont été élevés au choc à pic, jusqu'à ce que je me rende compte que manger des chocs à pic le matin, c'était un carnage absolu sur la concentration, sur le stress oxydatif de ton corps. Enfin, aujourd'hui, pour moi, c'est difficile parce que je les ai élevés avec ça, et donc du coup, bah, d'où le fait d'ailleurs que je me forme, c'est aussi pour eux, c'est pour leur dire, bah voilà, en fait, il y a des choses qu'on faisait avant, manger des knackis, c'est un carnage. Donc l'idée, c'est pas de leur dire, vous n'allez plus jamais au McDo de votre vie, c'est pas ça l'idée, c'est de leur apprendre des bonnes habitudes alimentaires, de les sensibiliser sur des choses où nous, on n'a pas été sensibilisés. Parce que déjà, la première base, c'est que si ton alimentation, c'est ta première santé, si tu n'as pas... Et l'alimentation, ça a un impact, bon, évidemment, sur la santé physique, mais mentale aussi, parce que on dit que notre intestin, c'est notre premier ou notre deuxième cerveau. Tu as 80% de la sérotonine qui est synthétisée par l'intestin. Donc et la sérotonine, c'est vraiment le frein de la dopamine. Et quand tu es en burn-out, c'est que tu n'as plus de sérotonine. Donc si j'avais eu une alimentation équilibrée, justement, ça, c'est des études que j'aimerais, enfin, la recherche que j'adorerais faire, c'est est-ce qu'une personne confirmer cette croyance mais via des études scientifiques, c'est est-ce qu'une personne qui a une alimentation saine peut faire un burn-out? Alors oui, comme le burn-out est multifactoriel, peut-être que oui, parce que tu peux avoir du harcèlement et compagnie. Mais si tu veux, quand tu es harcelé, c'est que tu ne t'es pas fait respecter, mais les harceleurs vont s'attaquer à une certaine typologie de personnes. Tu vois, il y a un bouquin qui est génial qui s'appelle Pourquoi pourquoi les hypersensibles sont plus sujets aux manipulateurs. Alors, c'est pas ça le titre, mais bon, c'est ça l'idée. Et en fait, le truc, c'est que dans la connaissance de soi, tu vois, moi, j'ai découvert à 37 ans que je suis. Alors, le terme à la mode, c'est hypersensible. Saverio Tomasella, qui a démocratisé la- l'ultrasensibilité, te dit c'est de l'ultrasensibilité, pas de l'hypersensibilité, parce que qui dit hyper dit que c'est trop, alors qu'en fait, on n'est pas trop sensible, on est très sensible, ce qui est différent. Et tu vois, c'est une neuroatypie. Il y a vraiment, quand tu es ultra sensible, il y a vraiment des choses dans ton cerveau qui se passent différemment, qui font que tu vas réagir différemment, tu vas penser différemment. Et aujourd'hui, d'ailleurs, pour les personnes qui se posent la question, j'ai un test gratuit que j'offre sur mon site pour savoir si tu es ultra sensible. Bon, il est encore mis en hypersensible parce que je ne l'ai pas renommé depuis que j'ai interviewé Saverio. Mais toujours est-il que savoir que tu es ultra sensible, c'est indispensable, parce que et donc pour répondre à la question du livre, en juste une phrase, pourquoi les ultrasensibles sont plus victimes de manipulateurs et se laissent plus marcher sur les pieds, c'est que en fait, comme on a cette neuroatypie, on a eu l'impression d'être différent depuis qu'on est tout petit. On a l'impression d'être en marche sur certains trucs, de penser différemment et compagnie. Et donc, on est en suradaptation depuis qu'on est tout petit. Donc, comme on est en suradaptation, bah, ça crée du stress chronique, ça fait qu'on se remet en cause tout le temps. Et donc, quand quelqu'un va nous dire c'est de ta faute si tu as fait ça, ou c'est de ta faute si je suis en colère, bah, tu vas te dire ah oui, c'est vrai, c'est de ma faute. Ou même, en fait, il y a un moment donné, tu en viens même à la personne est en colère, donc tu fais un raccourci dans ta tête, qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne soit en colère? Et donc, du coup, tout le temps, tu te remets en question, tout le temps, tu réadaptes ton cerveau, et tout le temps, du coup, tu essayes de t'adapter. Tu vois, j'avais fait un post sur Insta sur tu as une gousse d'ail qui est dans une clémentine. En fait, tu deviens une gousse d'ail dans une clémentine et tu as l'impression de dire bah oui, mais moi, je veux être cette clémentine. Bah non, tu es une gousse d'ail, donc tu ne seras jamais une clémentine. Et ce qui est génial, c'est que l'ail, bah, elle a une valeur absolue dans un plat et que tu ne pourras jamais être une clémentine. Donc, le message, c'est soyez à votre place. Je suis convaincue que si tu es à ta place, que tu respectes ta santé mentale, à savoir faire du sport, bien manger, te reposer, c'est les garde-fous du burn-out. Et je me suis beaucoup renseignée sur le concept de la salutogenèse. En gros, la salutogenèse, c'est l'opposition à la pathogenèse. La pathogenèse, c'est quoi? On est dans une société qui est gérée par l'industrie pharmaceutique, qui fait que on traite des maladies. La salutogenèse, c'est on fait tout pour être en bonne santé.
Et en fait, ce que dit Antoniewski, qui a créé la salutogénèse, c'est que tu as une droite avec au milieu, en fait, les stresseurs, donc ce qui va faire que ton système nerveux va dire que tu es stressé. On a complètement Mmh. dépassé l'heure, je vois ça. Ouais, ça va. et, et en fait, ce qui se passe, c'est que si tu n'es pas capable d'identifier les stresseurs, si tu n'es pas capable d'y faire face, et si tu ne trouves pas de sens dans ta vie, eh bien, ça va t'emmener vers la pathogenèse. Alors que si tu sais qui tu es, si tu sais, tu comprends ce qui t'arrive. Si tu comprends ce qui t'arrive. Deux, si tu ressens la capacité d'avoir les éléments pour pouvoir y faire face. Et trois, si tu y trouves du sens, ça t'emmène vers la salutogénèse. Donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de comprendre qui ils sont, comprendre comment ils fonctionnent, leur donner les outils. Et pour répondre à ta question par rapport aux enfants, c'est moi, mes enfants, tu vois, je leur donne plein d'outils sur apprendre à respirer, apprendre à se relaxer. Mes enfants, voilà, post-séparation, je les ai emmenés voir des psys parce que c'était compliqué pour eux. Donc et c'est vraiment, c'est se dire, tu vois, moi aussi, forcément, j'ai été accompagnée par une psy post-burnout, mais aussi post-séparation. Et aujourd'hui, je vais voir la psy. C'est un peu mon rendez-vous chez le dentiste, tu vois, pour veiller à ce que tout va bien et compagnie. Et, hum, et en fait, à chaque fois, elle me dit: «Charlotte, quelle morale vous voulez apporter dans telle situation? Quelle est la morale? Quel est le message que vous voulez donner à vos enfants?» Et donc j'essaye vraiment, tu vois. En plus, ce qui est difficile, c'est que, je les ai une semaine sur 2, que, on va dire que dans l'essentiel, on est d'accord avec leur père sur l'éducation, mais forcément, il y a des trucs où tu es à la marge, et puis il y a des trucs où moi que j'ai découvert aujourd'hui et dont j'avais pas conscience avant, donc j'ai pas forcément pu discuter avec leur père. Donc on en parle parce qu'on dit, on a des bonnes relations, mais bon, il y a quand même des trucs où, voilà, t'as une semaine sur 2, tu as tes enfants et tout. Donc, vraiment, j'essaie de leur apprendre, ouais, vraiment à se faire respecter, à respecter les autres, et même si c'est pas facile, hein, quand tu as des ados, On est c'est d'accord. c'est costaud, mais voilà, c'est leur apprendre les valeurs, et puis des outils, c'est leur dire: «Bah, voilà, il s'est passé telle situation». C'est leur mettre de la conscience des trucs où, mes parents, ils l'ont pas du tout fait, mais parce qu'ils avaient pas ces outils. Et tu vois, alors bon, j'ai une bibliothèque de livres de développement personnel qui est incroyable. Là, je viens de recevoir un livre super chouette d'un illustrateur qui s'appelle Paco. Alors, j'ai plus le nom du livre parce que il est. Ouais, je l'ai. Ah, tu vois, si. Non, j'ai son manuscrit là. Ça s'appelle Un plan infaillible. Comment j'ai réalisé mes plus grands rêves. Et c'est là, je vais l'interviewer bientôt dans le podcast parce que Paco, depuis qu'il est tout petit, il veut être illustrateur, hein, de BD, sauf que ses parents, son père était avocat, c'était pas un métier, voilà. Et donc du coup, il a commencé le droit, ça l'a pas fait. Et puis après, lui, il avait quand même envie de dessiner. Puis un jour, il s'est dit, en fait, je veux dessiner, donc je vais faire une école de pub parce que c'est plus un vrai métier. Et du coup, il a créé une agence de pub. Sauf que, alors on en parlera dans le podcast parce que dans la BD, il le dit pas, mais je pense qu'il a frôlé le burn-out ou il a fait un burn-out. Et puis jusqu'au jour où il s'est dit, bon, en fait, mon rêve, c'est quoi? C'est de faire des BD. Donc il s'est lancé. Donc, bon, bref. Et ce que je trouve hyper chouette, c'est que dans cette BD, il explique vraiment toutes les étapes par lesquelles il est passé. Et tu vois, mes enfants, donc ils sont au collège. Et il y a un forum des métiers chaque année pour les troisièmes et les gens du lycée. Et j'ai contacté la présidente de l'appel la semaine dernière en lui disant, écoute, moi, ce que j'aimerais offrir, un atelier sur les talents à l'occasion du Forum des métiers pour pouvoir sensibiliser les élèves, pour leur dire, vous avez tous des talents. Les aider à comprendre comment les trouver. Et souvent, il y a des gens qui me contactent en me disant, voilà, le bilan de compétences et de besoins, est-ce que tu l'as pas en mode pour les ados? Et je pense que ça sera, c'est pas, je pense, ça fait partie de la perspective de développement de Pourquoi pas moi, c'est d'accompagner. Aujourd'hui, j'accompagne les parents à savoir qui ils sont pour être au mieux pour eux, parce que s'ils sont bien pour eux, forcément, ça aura un impact pour On est leurs enfants. d'accord. Ils pourront les sensibiliser avec tous les outils que je leur donne. Mais l'étape d'après, en effet, ça serait génial d'avoir un programme pour les enfants. Je comprends. On est d'accord. Je termine toujours ces interviews par, un petit quiz, vu qu'on se rapproche de l'heure, qu'on s'était fixée. Heu, Est-ce qu'avant ça, il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Je crois que j'ai été très bavarde. Donc non. Voilà. Alors, dans ce petit quiz des questions improbables, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Ah, thé.
Et parenthèse, tu as vu, j'aime bien les parenthèses. Justement, il y a pas longtemps, donc j'ai interviewé Saverio Tomasella, qui est un homme absolument incroyable. Et en fait, il disait que le thé, enfin pas le thé, pardon, justement, le café, quand tu es ultra sensible, l'ultra sensible l'assimile très mal. Et donc, du coup, ça a des effets hyper négatifs sur le café. Et du coup, je ne bois plus de café. Et hier, j'ai bu un café avec une copine. Je me suis dit, allez, je vais chez Carlotta pour les Marseillais, ils connaissent. Je vais me faire un petit cappuccino. J'ai été, mais pas bien, toute la journée. Et je me suis dit, non, mais en fait, faut arrêter le café. Et autre parenthèse, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Avant, je buvais que du thé noir. Maintenant, je bois que du thé vert, à peu de choses près, parce que par rapport à tous les bienfaits sur le corps, en termes d'antioxydants et compagnie, enfin, buvez du thé vert. Et si vous êtes addict au café, pas avant 10-11 heures, parce que on va pas faire un cours de chimie, mais en tout cas, avant 10-11 heures, c'est pas bon pour l'organisme. Je partagerai pas mon expérience avec le café, mais je comprends, je suis aligné avec toi. Quel est ton mot préféré? L'alignement. Si tu pouvais travailler avec un héros de livre ou un super-héros ou un héros de ou un personnage, on va dire, impactant d'une fiction, qui choisirais-tu et pourquoi? Waouh. Alors, je vais dire, bah, on dit souvent que la première personne qui est arrivée, c'est la bonne. Il y en a 2 qui sont arrivées dans mon cerveau. Il y a eu, Wonder Woman, parce que, je pense que parce que pendant longtemps, j'ai cru être Wonder Woman, en mode infaillible, mais qu'en fait la Wonder Woman n'existe pas. Ça n'existe pas, la personne parfaite. Et la deuxième personne qui m'est arrivée en tête, c'est Forrest Gump. Et je pense que c'est Forrest Gump parce que c'est un film, bon, en dehors du fait que c'est un film que j'adore, où il y a tellement de messages, et pendant longtemps, ça a été ma musique de téléphone, la musique de la plume, tu sais. Et il m'est arrivé un autre truc en tête. J'ai un esprit en arborescence, comme tu as pu le constater. Euh, Dans Forrest Gump, ce que j'adore, c'est que bah, c'est qu'en fait tout est possible. Et moi, je te parlais de ma singularité, de faire des choses légères. Et bah voilà, Forrest Gump, en termes d'archétype, je fais des choses légères. Et puis, je pense aussi, tu vois, dans cette plume, et j'avais jamais conscientisé ce truc-là, je viens de l'avoir en flash à l'instant, c'est que j'adore la musique avec la plume qui s'envole. Et on dit que, alors on y croit, on n'y croit pas, que les plumes, c'est des signes, des D'accord. synchronicités. Et quand tu vois, en fait, en fonction de la couleur de la plume, ça veut dire des choses différentes. Donc, tu trouves ça, là, les infos sur Internet. Et on dit que c'est une personne qui est décédée qui t'envoie un signe. Et voilà, petite Mmh. parenthèse. Quelle est, ta chanson préférée? Alors, c'est pas ma chanson préférée, mais quand je disais, je me suis formée à la psychologie positive, et ils nous ont demandé d'avoir un hymne, pendant ce programme, et c'est arrivé, mais comme ça, c'est I Am What I Am. Parce que cette chanson, quand en fait, ça a été, bah, c'est apparu comme ça, et du coup après j'ai été lire les paroles, j'ai traduit les paroles. C'est juste incroyable. Je vous invite à réécouter cette chanson et à lire les paroles, mais c'est ça, c'est en fait, tu as le droit d'être qui tu veux, vas-y quoi. La version originale ou la version reprise, par je sais plus Ah, qui? j'aime bien celle de Karen Mulder. Quelle est la chose la plus étrange que tu aies mangée dans un repas d'affaires? Alors, j'ai pas de souvenir, mais par contre en repas d'affaires, le truc le plus cocasse que j'ai vécu, c'était un entretien d'embauche. Je rentre au bureau, et là, je me rends compte que j'ai une feuille de salade qui prend toute la dent. Voilà, j'ai eu le job, hein, mais bon, Ouais. voilà. Si tu pouvais entreprendre et enfin, si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aimerais-tu entreprendre? Bah, en vrai, alors si, adolescente. Adolescente ou étudiante, tu vois? Je pense que je me suis trop freinée, tu vois? Un jour, j'écoutais, bah, d'ailleurs, je crois que c'était sur le podcast de Mathieu Stéphanie, le témoignage de, j'ai plus son prénom, la fondatrice de Litchi.
D'accord. Et elle racontait, et souvent j'entends des témoignages de personnes qui disent que quand ils étaient adolescents, ils ont commencé à entreprendre. Et oui, je crois que j'aurais aimé avoir confiance en moi à cette époque-là et commencer à entreprendre des choses. Quelle est la chose la plus bizarre que tu as dans ton bureau? Oula. J'en ai tellement. Écoute, je sais pas si c'est la druse en quartz pour recharger mes pierres, ou ma collection de pierres, ou mon bâton d'encens, ou voilà, j'ai beaucoup de choses bizarres sur mon bureau. Ou mon massauge. Ouais, je suis de plus en plus connectée aux énergies, et alors. Bon, ça se voit pas, on est en podcast, pas filmé, mais ouais, aujourd'hui, je travaille énormément sur mon ancrage, sur mon centrage. Et tu vois, je fais des méditations régulièrement pour justement ouais, avoir les pieds sur terre et être alignée, et ne pas disperser mon énergie. Mais oui, donc j'ai mon bureau, et j'ai un bureau qui doit faire presque 1,80 m de longueur. Il est très chargé, mais oui, je pense que c'est ça les trucs les plus. Alors, pour certaines personnes, ça paraîtra normal, mais pour d'autres, ça paraît complètement perché. OK. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Si, Avec plaisir, merci à des toi. personnes veulent venir vers toi, quel est le meilleur canal pour venir à toi? Alors, vous avez la communauté pourquoi pas moi.co sur Instagram, où ça vous permettra d'avoir du contenu presque tous les jours. Vous avez LinkedIn, donc Charlotte Desrosiers. Et si vous voulez en savoir plus sur le bilan de compétences et de besoins pour vous ou vos équipes, c'est sur le site pourquoi pas moi.co, donc CO, et pas OK, .com. ouais, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ton temps, Charlotte, et à très Merci bientôt. François, à bientôt.